Emmanuel, bonjour. Erwan, bonjour. On va commencer par Emmanuel, qui est venu avec son guide de la transformation digitale. En fait, je me rends compte que c'est tac, si j'ai les notes. Donc, il y paraît qu'il est épuisé. Tu dois le rééditer. Disons qu'il y a deux choses, c'est que on le disait bien avant, tout se dépasse très vite. Donc là, on prépare la nouvelle édition pour octobre ou novembre prochain, parce que je pense que sur les 15 ou 20 entretiens avec les CDO, les DRH qu'on a eu, il doit en rester 4 en poste. Alors pas tous, ils n'ont pas tous démissionné, hein. Il y en a qui ont été promus, il y en a qui ont changé de boîte, il y en a donc les choses bougent fortement. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la matrice qu'on a réussi à concevoir derrière le livre pour essayer de comprendre et de structurer un peu cette transformation dont tout le monde parle et que tout le monde comprend bien, mais finalement qui reste un peu flou quand on parle au DRH, au DSI, au DG. Tout le monde voit bien qu'il faut changer les choses, mais par où on commence, c'est pas simple. Ça a finalement pas beaucoup bougé. Par contre, on voit que ça a bien avancé. Quand on a écrit le livre, c'était il y a 2 ans. Donc on l'a écrit en fait il y a 3 ans, le temps de le rédiger. Il y a beaucoup de gens qui commençaient à se dire on va se lancer dans la transformation, on sait qu'on doit y aller, mais bon, il y avait encore beaucoup d'envie et de projets et pas toujours encore beaucoup de réalisations. Et là on voit qu'on a déjà bien avancé avec toutes les erreurs et les galères, les difficultés et la complexité, que ce soit au niveau techno mais surtout humain, parce qu'on voit bien que c'est un mix de plusieurs sujets. Nous on avait identifié 6 grands chantiers, hein. Le leadership, c'est clair, le management, la culture et l'organisation, la technologie et la data, évidemment, et en ce moment avec RGPD, il y a pas mal de sujets dessus, le marketing et l'expérience client, et puis la mesure. Et effectivement, quand on mixe tout ça ensemble, ça veut dire beaucoup de gens avec qui on doit interagir dans l'entreprise pour se mettre d'accord sur des choses à changer et une destination vers laquelle aller. Et donc, tu diriges le Hub Institute, tu co-diriges le Hub Institute. Vous avez des dizaines d'événements comme le Knowledge Tour, vous faites de la formation, et ça passe également par de l'écrit. Est-ce que Le papier n'est pas mort complètement. Est-ce que tu aurais des exemples de transformation digitale de ces 2 dernières années que tu as pu suivre ou observer ? Alors bien sûr, je pense aujourd'hui, j'ai plutôt envie de dire qui n'est pas en train de faire sa transformation. Enfin, on sent quand même qu'il faudrait quand même être aveugle et sourd pour pas comprendre qu'il faut changer. Évidemment, il y a des industries, si on les prend, les médias, la musique, la vidéo, qu'on à cause de la disruption, dû se lancer leur transformation sans forcément la choisir, en la subissant un peu avant les autres. On voit bien qu'en ce moment, la grosse industrie qui est la plus impactée en ce moment, c'est le retail. Avec Amazon, ça fait déjà des années qu'ils attaquent, mais je pense que les retailers se disaient c'est le e-commerce, bon, finalement c'est 5 à 10% du chiffre d'affaires, c'est un peu ennuyeux, mais c'est pas grave. Avec le rachat de Woolfood, ils se rendent compte, non, en fait, les gens du digital vont arriver sur nos métiers, même traditionnels, offline. Et puis je pense que la banque et l'assurance sont les suivants. On voit bien que déjà il y a un nombre d'agences qui ferment parce que les gens vont plus sur Internet et moins dans les agences. Et là, il y a aussi beaucoup de choses qui risquent d'être automatisées avec l'IA et la data. Et donc ça va poser aussi pas mal de sujets. Donc je pense que tout le monde s'y met. Après, la réalité, c'est que nous, on estime qu'une transformation, c'est 7 années à peu près. Vous voulez, ouais, ça paraît bête parce qu'on se dit tous, ah oui, bah, la transfo, ok, projet de l'année prochaine, c'est coché. Non, c'est le temps de recruter une équipe ou une nouvelle direction, ou un CDO, un directeur de la transfo, ou monter une équipe avec les RH, le DSI, etc. Donc ça prend déjà un an et demi. Je vous conseille d'accélérer vos recrutements. Je sais que c'est pas facile, mais vous êtes quand même souvent lent. Le retour de beaucoup de candidats, c'est je l'ai déjà trouvé ailleurs, le temps qu'on finisse de me faire passer mes 12 entretiens sur un an et demi. Après j'arrive, faut que je fasse un bilan, un diagnostic de la boîte, faut que je prépare un plan, que je le présente au COMEX, ça m'a pris 1 an, donc ça fait déjà 2 ans, on n'a toujours pas commencé. Après on va lancer les projets, donc là on fait un cahier des charges, un appel d'offres. Bon, ça prend 1 an. On a déjà 3 ans et on commence à peine à faire les débuts de changement. Pas de bol, hein, les développements, c'est toujours plus compliqué. Ça prend toujours plus de temps que prévu. Alors, si en plus on est à l'international, on ne peut pas lancer tous les pays d'un coup. Donc là, on est déjà à 3 ou 4 ans. Et on espère qu'on ne s'est pas trompé. Si déjà on n'est pas parti, on ne s'est pas fait débaucher. Là, il n'y a pas eu une réorg, la direction ne s'est pas fait virer ou elle n'est pas partie. Et donc, avec un peu de chance, au bout de 4-5 ans, on commence à voir les premières choses. Alors, je caricature un peu, mais après, je ne suis pas en train de dire que les boîtes sont nulles. Je dis que c'est compliqué, en fait. Et la réalité, on aimerait tous courir. On en parlait ce matin, on aimerait tous être musclés la semaine prochaine. Et quitte à payer très cher pour pouvoir l'être. Mais la réalité, c'est que même si on est très riche, on ne sera pas musclé la semaine prochaine. Et en plus, il va quand même falloir faire des efforts pour être musclé. Alors, tu as parlé de recrutement, donc ça, tu me tends une perche pour présenter Erwan.
CrazyWise. Rapidement, ton background aussi. Alors, dans ce qu'on avait décidé de mettre en avant, c'est le côté lean de ce que j'ai fait en fait avant. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur ces sujets. Et effectivement, ce que dit Emmanuel, à la limite, j'ai même plus besoin de faire toute une partie de ce que j'ai à dire, parce que ce que tu viens de décrire, c'est que la transfo digitale, il y a la partie évidemment tout ce qui est tech, développement, etc. Mais ce qui devient très rapidement la contrainte, c'est l'organisation elle-même. Et tous les processus que tu as décrits, finalement, ils génèrent énormément de lead time et de rigidité par rapport à ça. Donc, Erwan a un background de formateur également. Tu as formé plus de 1000 consultants en lean management. Et aujourd'hui, on voit bien, donc tu dois monter des équipes très rapidement. Quelles sont tes méthodes pour pouvoir constituer quelque chose sans trop impacter la culture de l'entreprise, tout en la respectant? Ou est-ce qu'on ne peut pas respecter la culture de l'entreprise en intégrant rapidement des gens? Je ne l'ai pas. T'as pas de baguette magique pour ça? Non, je comprends pas la question. Alors, je reformule la question sur... donc, il y a un problème de sourcing qui est évident. On est sur des temps très courts. Donc, nous, on a expérimenté ça aussi au niveau d'Helium, c'est-à-dire qu'on est passé de... Antoine vous racontera ça tout à l'heure, de 10 personnes à 30 personnes. Et on doit réussir à garder cette même culture. Donc ça veut dire que là, je fais plus référence à ton activité aujourd'hui, de CrazyWise, qui est d'aider à trouver des perles. Comment tu arrives à comprendre la culture de l'entreprise et d'attirer les bons talents? La culture en général, là on va parler beaucoup plus de start-up et start-up qui ont réussi et qui émergent. La culture, elle a été formalisée ultra rapidement dans des moments où en fait c'était un drive execution qui était le facteur clé de succès de ces organisations. À un moment donné, il faut qu'ils se posent, donc de la même manière, il faut qu'ils prennent le temps de se muscler sur l'identité, de la définir finement et de regarder comment en fait elles se déclinent, notamment dans des process. On a nos boîtes clientes, ils ont rock and roll comme valeur. Et du coup, quand on leur demande, montrez-moi en fait, par exemple, votre processus d'intégration, et montrez-moi qu'il est rock and roll, parce que si en fait il est formel, moi je veux bien qu'une boîte me dise on est formel en tant que style, mais dans ce cas-là, on va chercher la cohérence. Et donc c'est un travail en fait avec les équipes dirigeantes et notamment entre les cofondateurs sur lesquels il y a des interprétations de valeurs assez différentes en général. Et donc, pour revenir à toi, Emmanuel, tu as parlé d'équipe, alors que c'est un souci organisationnel et que c'est pas juste recruter une équipe. Comment sortir du coup quand vous faites une formation, comment aller plus loin que juste sur l'équipe? Alors, pour revenir un petit peu à ce que tu disais et boucler avec toi, je pense que déjà ce qui est compliqué, c'est qu'il y a plein de sujets. On a envie d'aller vite. On voit bien qu'en plus ça change tous les jours entre le temps où on lance les choses. Et donc je pense que ce qui compte, c'est déjà s'il n'y a pas une volonté très forte au niveau du leadership, et c'est pas toujours évident dans les boîtes. Si les gens étaient promus pour appliquer les anciens modèles pendant 30 ans, qu'ils arrivent en haut et qu'on leur dit d'un seul, est-ce que c'est eux, les punks et les gens rock'n'roll, qui vont réinventer le modèle? Je ne sais pas. Donc des fois, malheureusement, il ne faudra pas attendre que ça change en haut. Après, il y en a d'autres qui arrivent à se réinventer, à se dire, maintenant, on n'a plus le choix parce qu'il faut réagir, il faut qu'il y ait un sentiment d'urgence. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence, soit économique, soit vraiment une volonté un peu charismatique en haut, c'est quand même compliqué. Finalement, il faut recréer du sens, il faut recréer un projet en disant, voilà, on en est aujourd'hui. Et si on ne donne pas envie à toute l'organisation, ou en tout cas on ne propose pas un maximum de gens de l'organisation, du management aux salariés, de dire je vous explique ce qui se passe un tout petit peu dans le monde, je vous explique ce qui se passe dans notre industrie, et je vous explique ce que nous on a envie de faire dans notre boîte, où on est aujourd'hui et où on voudrait demain. Ça va être difficile de dire aux gens de courir parce qu'ils ne savent même pas dans quelle direction on leur demande d'aller. Donc généralement, quand on ne comprend pas ce qu'on veut de nous,
soit ça nous fait flipper, on a vu les peurs qu'on a un peu mappées avec Caroline, soit à faire au minimum de la résistance passive, c'est pas que je veux pas, mais je comprends pas, donc je peux pas pousser dans votre sens, et au pire, effectivement, de toute façon, j'ai trouvé ça nul, parce que j'ai pas compris, donc je vais l'interpréter du mauvais côté. On voit qu'en France, on est quand même souvent, on aime bien se bloquer et prendre les choses un petit peu de travers, donc je pense qu'avant même, effectivement, de parler d'outils, évidemment, les méthodes vont aider, etc., mais c'est finalement prendre un petit peu de temps, de bien réfléchir d'où on part, où on veut aller, et prendre le temps de l'expliquer à un maximum de gens dans l'entreprise. Parce que si on n'est pas aligné, finalement, effectivement, on va avoir du mal à faire notre programme de sport. Tout le monde va faire un peu des trucs dans tous les sens, mais au final, il y a peu de chances qu'on avance dans la même direction. Et pour ça, il faut des exemples. Il faut des exemples. Sinon, le groupe est perdu. Il se dit, mais qu'est-ce qui est exemplaire en gros? Est-ce que c'est les startups? Là, j'ai envie de rebondir pour toi, Erwan, tu accompagnes pas mal de startups. Des startups qui ont déjà plutôt des scale-up même, ouais. qui ont plutôt. Ouais, moi, j'appelle ça des startups qui ont réussi, en fait, tout simplement. Et on a parlé l'autre jour avec un client en fait, qui est d'un fonds. Il nous disait pour lui, si les startups ont réussi, c'est parce qu'elles ont réussi à mettre des méthodes style Lean dans le développement. Donc elles ont réussi en fait à faire ça. Et si elles échouent ou si elles sont limitées dans leur croissance, c'est parce qu'elles ne le font pas ailleurs dans l'organisation. Et donc nous, le regard qu'on porte là-dessus, c'est effectivement de regarder tout ce qui supporte l'organisation, les process de recrutement, les process d'intégration, comment on manage, comment on prend des décisions, et finalement qu'il y ait une réflexion à ce moment-là sur le modèle d'entreprise. Quelle est l'entreprise que cette start-up veut devenir? Parce que ce qui les a fait gagner avant, c'est pas ce qui va les faire gagner après. Ils ont beaucoup gagné par, justement, je reprends le drive execution, c'est action, 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 et après ils doivent créer justement une entreprise à partir de ça. Et donc le lean, si je le traduis dans une de ces dimensions, c'est la capacité d'une organisation à absorber, à traiter et à apprendre autour des problèmes qu'elle rencontre. Et spécifiquement dans les startups, la spécificité, c'est que le rythme et la diversité est supérieur, parce que c'est des problèmes nouveaux, il y en a tous les jours, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un défi d'apprentissage qui est énorme. Et quand Emmanuel parlait aussi de tout ce qu'il y a à faire, pourtant dans le côté technique, c'est clair, tout le monde parle de MVP, il faut avoir honte de son site avant de le lancer, il faut faire itératif, il faut faire test and learn, puis après on recrute quelqu'un en ressources humaines et là, bam, 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 on met une grosse mécanique en place. Donc du coup, le concept, c'est même pas un concept qu'on utilise avec nos clients, c'est de dire, ce serait quoi la MVT, donc qui est la Minimum Viable Transformation. Donc c'est quoi les prochaines étapes de structuration que vous allez avoir pour vous structurer suffisamment pour survivre et pas trop pour survivre, parce que il y a un risque des deux côtés en fait. C'est marrant, j'avais compris Minimal Viable Team, qui serait l'équipe minimum à avoir dans une structure. Ça pourrait être aussi une question, c'est quoi une équipe minimum? Le problème dans pas mal de boîtes, c'est que tu as un peu une équipe maximum et tu n'as pas trop le droit de la rétrécir en France. C'est un peu compliqué et que tu choisis pas toujours les gens que tu gardes et tu n'as plus toujours le droit de recruter. Donc, mais après, j'aime beaucoup ce côté d'être assez réaliste. C'est-à-dire, c'est un moment, je pense que des fois, on passe de rien à d'un seul coup, on veut faire un truc stratosphérique. Et le meilleur moyen que ça sorte jamais, c'est de faire quelque chose de trop grand, trop long, trop compliqué et que tout le monde cale en route. Et c'est vrai que peut-être se dire, qu'est-ce qui est vraiment non négociable? Qu'est-ce qu'on doit s'obliger, qui paraît indispensable? Si on ne fait pas au minimum ça, dans 5 ans on est mort, ou dans 10 ans on sait que ça va aller très mal. Et je pense que si déjà on arrive à identifier ces normes, à partager, à identifier, et à communiquer à tout le monde et se dire ça c'est vraiment, on doit tous arriver au minimum à ça, si on peut faire plus, tant mieux. Je pense que déjà c'est pas mal, surtout que quand on parlait des différents chantiers, ça veut quand même dire mettre le DG, le DRH, le DSI, alors des fois on a un CDO, on a un CMO, on a un Chief Transformation, on a un CFO. Enfin déjà tous ces gens-là, on a quand même fait des études différentes, on a un langage différent, on a des outils différents. L'air de rien se mettre d'accord tous ensemble, quand chacun on vivait un peu tranquille, on était bien occupé chacun dans son business, mais c'est pas évident déjà. Et quand on parlait de langage commun ou de référentiel conversationnel, se mettre ensemble autour de la table, essayer de comprendre les points de vue et les problématiques et les contraintes des uns et des autres, et de se dire ensemble, voilà peut-être juste déjà 3-4 priorités pour cette année, et
déjà, essayons de les faire correctement. Finalement, ça me semble assez réaliste. Est-ce qu'on peut encore parler d'excellence opérationnelle? Alors déjà, l'excellence opérationnelle, le terme lui-même est un peu paradoxal parce que c'est un concept, c'est un phare et c'est un peu inatteignable. Et donc il faut le voir que comme un phare, un guide. Et moi je préfère le mot de progrès continu, notamment parce que par rapport à cette agilité dont on parle, le progrès continu parle de là où on est, et l'excellence opérationnelle, ça dit plus là où on va. Donc il faut effectivement ces deux dimensions, mais j'apprécie vraiment mieux cette notion de itératif, progrès. On parle d'apprendre. Le progrès continu, c'est effectivement, si on revient un peu au lean, c'est faire émerger des problèmes dans des entreprises au rythme qu'on souhaite. C'est-à-dire c'est l'entreprise qui tend, mais dans le cas des startups, l'hypercroissance accélère en fait tout ça. Donc du coup, si je résumais aujourd'hui, nous, ce qu'on essaye de transmettre à ces entreprises, c'est comment vous arrivez à apprendre de ce que vous faites pour éviter d'être juste des hamsters dans des roues, et que vous arriviez quand même à capitaliser et à apprendre de votre expérience. Et donc pour vous, les chantiers de 2018, là où il y a vraiment de l'urgence? C'est peut-être être un peu moins excellent. Après, je pense que je suis injuste parce que ça dépend des entreprises. C'est sûr que si tu fais du transport ou de l'alimentaire ou du médical, ça me paraît un peu compliqué de ne pas être excellent, parce que là, il y a quand même, t'entraînes des risques physiques ou humains. Donc là aussi, toutes les boîtes ne sont pas égales face au changement, n'ont pas les mêmes implications. Mais je pense que définitivement, peut-être un peu moins d'excellence, parce que l'excellence, c'est être rattaché à des habitudes, des méthodes, des workflows, et à force, je pense, on oublie pourquoi on fait ces workflows, mais par contre, on devient presque intégriste de ces habitudes, et on ne sait plus pourquoi on les fait, mais il ne faut surtout pas en dépasser. Donc c'est quand même difficile de changer quand on impose de tout faire parfaitement de la même façon et de ne pas en dépasser. Après, je pense qu'il y a vraiment ce mix. Oui, il y a des problématiques d'outils. On va être clair, si on n'a pas les bons outils, ça va quand même être compliqué. On voit bien à quel point des fois les outils IT, etc., peuvent alourdir, complexifier. Bon, j'ai rien contre SAP, etc., mais enfin, on voit bien que ça ne simplifie pas l'agilité. Mais après, évidemment, l'humain, et ça, je pense que nous, on l'a vraiment découvert. Moi, je viens d'agence de com et de pub au démarrage. Donc, comme Caroline, on était très outils, etc. On s'est rendu compte depuis 3-4 ans que le vrai sujet, c'est quand même l'humain. C'est comment communiquer une vision, comment faire adhérer, collaborer, faire travailler ensemble, aller dans le même sens, communiquer, rassurer, enlever les peurs, faire monter en compétences. Et tout ça, finalement, c'est quand même beaucoup d'humain, quoi. Erwan, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, une des urgences pour moi, c'est justement, si on considère que l'humain est au cœur, c'est de mettre l'humain au cœur de certains moments clés. Et je vais vous donner l'exemple, on travaille avec Accor, la direction digitale. Donc c'est un codir qui à la base était traditionnel, pyramidal, etc. Et ils ont mis en place dans leur rituel un mood board. Et donc on est assez content de ça. C'est-à-dire que si on considère que l'humain est clé, prenez 1 heure de réunion de codir, regardez combien de temps est consacré à l'humain. C'est toujours drivé par la décision, c'est drivé par l'action. Et en fait, quel est le temps consacré à ça? Et donc le changement qu'on a opéré, c'est avec eux, c'est eux qui l'ont fait, mais on leur a proposé, c'est de passer les 10 premières minutes à se caler émotionnellement en disant, voilà, moi aujourd'hui j'ai un mood avec un peu de data. La data, elle est basique, c'est de 0 à 10, c'est juste le début, mais en disant, voilà, moi j'ai un mood à 5 parce que je suis épuisé en ce moment, pas de problème avec le business, je suis fatigué. Et être capable de dire ça, caler avant de rentrer dans le business, je trouve qu'en fait c'est un petit changement, mais qui peut avoir un gros impact, parce que ça dit à l'organisation que même en fait chez les grands balèzes de la grande direction, finalement ce sont aussi des humains qui font les opérations, et du coup on le dit parce que c'est ancré, c'est-à-dire il y a un timing pour ça, il y a quelqu'un qui l'anime, et il y a des échanges qui sont hyper intéressants. Et après, ça veut dire qu'il y a un lâcher-prise, parce que ça cale le management d'après. Si tout le monde est un mood mauvais à ce moment-là, la patronne de la direction, de cette direction-là, elle va adapter son management à ce mood. Voilà. Ouais. Donc ce serait ça mon urgence, en fait, c'est de mettre vraiment des pratiques humaines dans le management. Ce qu'on appelle les check-in, check-out chez nous. Le problème, c'est quand on fait trop de meetings, on oublie de les faire et on se concentre uniquement sur la matière qui est prévue à l'agenda. Donc
Ça, c'est un bon quick win, merci. Tu en aurais un autre, Emmanuel? Chez un de nos clients, on parlait d'excellence opérationnelle tout à l'heure, ils ont monté ce qu'on appelle un Destroy Day. Alors, en fait, c'est une demi-journée. Et en fait, ils réunissent justement les gens des différentes entités, techno, légales, etc., pour se dire, si on veut apprendre ou faire des nouvelles choses, qu'est-ce qu'on peut supprimer qui existe déjà? Parce que je pense qu'on s'aperçoit tous qu'on est déjà très suroccupés et que si on rajoute encore plus de choses aux gens, ils vont un peu exploser. Donc si on veut leur libérer du temps pour tester ou faire des nouvelles choses, est-ce qu'on ne peut pas leur enlever des choses? Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on a héritées, des habitudes, mais il y a des trucs, franchement, je pense qu'on sait tous que ça ennuie tout le monde, que ça ne sert pas à grand chose, sauf qu'on va nous dire oui, mais l'IT dit qu'il faut faire comme ça. Après, vous demandez à l'IT, il dit mais non, c'est parce que le légal, il nous avait dit que c'était obligatoire. Vous demandez légal, il dit ah mais non, mais c'était obligatoire il y a 2 ans, mais en fait maintenant on s'en fout. Mais comme on n'a pas réuni tout le monde pour dire il y a vraiment, enfin c'est quoi qui saoule ou qui est vraiment une peine en ce moment pour les gens, on continue. Et je pense que des fois, se prendre ces petits points pour se dire on enlève des choses pour libérer du temps et de l'énergie, pour pouvoir, parce que apprendre, c'est des efforts en plus, c'est du temps en plus. Donc effectivement, je trouve que c'est assez sain des fois. C'est un peu ce qu'on reproche aux lois aussi, c'est qu'on en empile toujours des nouvelles. Des fois, il faudrait peut-être un petit peu rationaliser ce qui a déjà été posté en arrière. Et si vous aviez une baguette magique? Donc, je sais pas, vas-y. Erwan, si tu avais une baguette magique? Une baguette magique. En dehors de supprimer des projets, et de supprimer des programmes. Ce mood board, je le mettrais à la disposition de 500 comités de direction. Et qu'en fait, si ça se passait, je pense que ça aurait un gros impact. Et le deuxième point, si j'avais là une vraie baguette magique, c'est transformer ces comités de direction en équipes performantes. Parce que pareil, c'est pas une critique parce que c'est très dur à faire, mais est-ce qu'on confierait en fait à des codir, est-ce que c'est des équipes quoi performantes qui travaillent vraiment ensemble? C'est plutôt ils sont à côté, mais c'est pas forcément une équipe. Donc si j'ai une baguette magique, je les transformerais tout de suite en équipe qui partagent vraiment un projet, qui se sentent avant tout équipe de codir avant d'être patron de leur division. On revient sur la Daft Punk. Alors moi, c'est pas une baguette magique, c'est des lunettes magiques. Je pense qu'il faut vraiment aider les gens à se mettre à la place des autres. C'est-à-dire d'abord, il faut sortir de ces murs, aller voir d'autres boîtes, comment elles font, et apprendre de leurs erreurs, aller voir les startups, aller voir d'autres groupes qui ont déjà avancé. C'est se mettre à la place des clients, et je pense que c'est vraiment, dans plein de boîtes, quand on est monté dans la direction, on ne voit plus les clients, on passe plus du temps avec, et finalement prendre du temps, aller passer du temps et voir comment ils utilisent nos produits, et vérifier finalement que ce qu'on fait, ça a du sens, on n'est pas complètement à côté de la plaque. Se mettre aussi à la place des équipes, donc aller repasser du temps avec eux, mais des fois aller voir peut-être les gens les moins avancés, les moins seniors, et essayer de comprendre dans leurs chaussures comment eux vivent le changement, comment eux vivent leur boulot, parce que finalement c'est nos employés, nos clients et peut-être un petit peu le monde autour qui va nous aider à comprendre ce qui est important, ce qui ne l'est pas, ce qui est prioritaire, ce qui ne l'est pas, parce qu'au bout d'un moment on est déformé par sa formation, on va être clair, dans le management, on a fait un peu des fois les mêmes écoles où on a un peu la même vision et du coup, je pense qu'on est des fois un peu à côté de la plaque, pas parce qu'on est bête, mais juste parce qu'on est un peu isolé. Et donc, il faut reconnecter au maximum avec la réalité, quoi. J'ai l'impression qu'on peut cumuler les lunettes magiques avec la baguette magique. Tu as parlé de 7 ans, donc il y a des entreprises qui ont commencé à 3 ans, 5 ans, d'autres qui ont commencé à déjà 7 ans, notamment dans le retail, parce qu'ils étaient les premiers impactés, vous voyez le e-commerce arriver. Sur ces 10 prochaines années, c'est quoi que vous... Là c'est la longue vue là, que je vous propose d'avoir. Alors, je vais utiliser déjà un premier gros mot, c'est le mot de penser, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas vraiment valorisé, on valorise plutôt l'action. Et la transformation que j'aimerais voir, c'est le fait de passer d'une pensée linéaire à une pensée organique. Et voilà, je pense que ça sous-tend en fait un peu ce qu'on cherche à avoir. Et le deuxième travail clé pour moi, c'est le côté data on soft. Donc c'est justement mettre un peu de factuel, un peu de données sur le côté soft, et notamment pour aider la transformation, pas ceux qui sont convaincus de ça, parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, mais pour faire venir les ultra-rationnels du côté obscur de l'émotionnel.
Magnifique, ce sera un joli mot de la fin. Emmanuel, ton moi, mot je de la pense fin. que là, on a parlé beaucoup de transfo digital. La réalité, c'est que c'est de la transfo business déjà. Enfin, le digital n'est qu'un moyen d'eux. Mais je pense que dans les 5 à 10 ans qui arrivent, en fait, on va avoir un retour du RSE, mais pas du tout comme une entité à part. C'est un peu comme si aujourd'hui, on avait un département honnêteté. Ça pue un peu quand vous êtes obligé d'avoir des gens juste en charge de ça. C'est que demain, je pense que vraiment, enfin, on le voit avec la transparence, avec tous les problèmes écologiques, humains, sociétaux. Je pense que demain, enfin, c'est un peu la fin de la masse production, de la masse pub, de la masse distribution. Et donc, si on se remet, enfin, le digital, ça va aider à se remettre un peu à jour là. Mais le vrai challenge derrière, c'est comment on redonne du sens à la boîte en interne, en externe, et que honnêtement, on devient beaucoup plus clean. Parce que ce qu'on pouvait se permettre de prendre comme raccourci, ou on va dire la profitabilité à court terme avec les quarters, on voit bien que demain, on va se faire éclater et qu'on va le payer très cher. Enfin, je ne parle pas de Volkswagen et d'autres, hein, je ne jette pas la pierre, on va sortir des loups un peu partout. Et donc, finalement, ce côté un peu, quel est mon impact, quelle est ma mission dans le monde. Alors, on va peut-être pas finir comme toutes les startups à dire on va améliorer le monde, parce que des fois, ça devient presque un peu cliché, mais ça serait quand même bien un petit peu plus. Voilà. Magnifique. Merci, messieurs.